Avec près de 300 hommes et une moyenne de 50 interventions par jour, la caserne d'Aix-en-Provence est la plus grosse du département. Ce matin, le ciel est gris et la cour tapissée de rouge pour le lancement du premier exercice grandeur nature sur le terrain. L'état-major a imaginé un départ de feu dans les collines au nord-est d'Aix. C'est le lieutenant-colonel Alain Fonters qui va décider où placer un à un ses pions et ses engins dans ce jeu de rôle géant. Le cadre des opérations, un massif de pins d'Alep bien sec, bordé d'habitations pas forcément débroussaillées. Le contexte météo, un vent du nord établi à 50 km/h. Un départ de feu de forêt en Ségugoulan sur la commune de Bonal, un kilo Delta 44, kilo 4.4. Véhicules tout-terrain légers et camions-citernes quittent la caserne. Tu es le conducteur, toi? Parmi les soldats du feu, le chef des opérations pourra compter sur Fabrice Mossé, spécialiste des interventions en milieux escarpés et inaccessibles. Déjà, le feu s'élargit en cône. Les flammes s'écartent du point de départ et grignotent de plus en plus de combustible. L'incendie grossit. C'est pour cela que les pompiers essaient toujours de stopper les feux naissants quand ils sont encore ramassés. Ils savent que la situation peut dégénérer très vite. Un poste de commandement mobile a été installé sur place. Alain Fonters place ses troupes et met la zone en sécurité. Chez les pompiers, on dit qu'il organise son chantier. Un point important, c'est de dire que pour tout ce qui est population, c'est confinement. Fabrice Mossé est en stand-by pour le moment. C'est l'artillerie lourde qui part à l'attaque. Les 13 000, ce sont les plus gros camions-citernes d'une capacité de 13 000 litres d'eau. Encore faut-il pouvoir rejoindre le feu. Le massif n'est pas très pentu, mais rapidement, les plus gros engins rencontrent des difficultés. On peut pas s'engager, voilà. Donc, on est pile là, ok? Faut retourner à la barrière. À la barrière. Eh ouais, mais la barrière, elle est là. Faut retourner carrément. Un peu avant, à la sortie du point d'engagement du tracé vert, là. Tu vois, à peu près. Il est loin, hein? Allez, 13 000, le chef de groupe, vous vous engagez, là, on va faire demi-tour, on va repartir sur nos pas, on va avoir une mission. Le feu a parcouru, en fait, toute cette surface. Et nous n'avons pas pu intervenir sur ce secteur, car les engins sont trop importants et au niveau des accès ne passent pas. Voilà donc un petit peu le point de la situation à T+1 heure sur cet exercice. Faute de mieux, les 13 000 sont affectés à la protection d'une piste en prévision de l'arrivée du feu. Pendant ce temps, les pompiers sur le flanc gauche du feu ne répondent plus à la radio. Toujours pas de liaison avec le secteur gauche. Nous sommes en anomalie radio sur la 08 au niveau du Papa Charlie. Est-ce que tu collationné? Aucune nouvelle d'un camion engagé dans la lutte contre les flammes imaginaires. Le scénario se corse. C'est à ce moment-là que la réalité rattrape et dépasse la fiction. Le chef de secteur avant vient de nous signaler qu'il y a un départ de feu réel sur la commune d'Oriol. Donc on va voir si elle est engagée sur le départ de feu réel ou pas. L'exercice est aussitôt arrêté. Tous les pompiers redirigés vers le massif de la Sainte-Baume. Mossé, qui était en stand-by, est parmi les premiers à partir sur le feu réel. J'ai 2 groupes et 2 moyens isolés. Un feu. Non mais c'est plein de mamelons. Avec un vent bâtard, il va tourner, il va partir dans tous les sens. Le problème c'est que les engagements, on les a pas. Cette fois, ce n'est plus un entraînement. Le théâtre des opérations, un vallon escarpé à la limite du massif forestier. Une maison entourée d'arbres et de garrigues mal débroussaillées. 3000 mètres carrés ont déjà brûlé en moins d'1 heure. Le problème, c'est le vent d'est fort qui souffle et attise les flammes. La pente est tellement raide que les camions ne peuvent pas accéder jusqu'à l'incendie. Troublante similitude entre l'entraînement et le feu réel. Les pompiers ne répètent pas les mêmes erreurs et ne perdent pas de temps avec les gros camions. Ce sont des hommes à pied qui partent directement, les épaules chargées de tuyaux et de pompes pour faire monter l'eau jusqu'au brasier. C'est une pente qui est extrêmement raide. Donc les premiers engins qui sont arrivés sur les lieux ont réussi à établir, mais ils étaient limités en termes de potentiel, aussi bien de personnel que de tuyaux.
Avec ses hommes, Mossé déroule 1,7 km de tuyaux pour atteindre le feu dans les broussailles inaccessibles. Une distance faramineuse qui se pratique très rarement dans les autres départements. Ce genre de manœuvre est très efficace, mais prend du temps à établir. Bonjour, j'ai entendu, j'ai tout suivi, je suis au courant de tout. Donc, Pour leur laisser du temps, le lieutenant-colonel Fonters arrive sur les lieux et donne l'alerte pour lancer l'intervention des Canadair. Oui? Pierre et Jean-Marc, les pilotes, reçoivent l'alerte sur la base aérienne de Marignane. D'accord, j'imagine. Pas de souci, pas de souci. Allez, ça. En quelques minutes, ils embarquent dans leur appareil et commencent par faire le plein dans l'étang de Berre avant de rejoindre le feu d'Oriol. À cause du vent et des turbulences, les Canadair ont du mal à viser juste. Mais leur intervention permet de stopper la progression du feu. Les abords de la maison commençaient à être léchés par les flammes. Les tuyaux sont en place, l'eau arrive et les dernières flammes sont enfin étouffées. Le feu est parti de la maison dont on voit la piscine. Le propriétaire a fait un brûlage qui est monté dans la forêt et ça a pris la pente. Et les avions ont eu également beaucoup de difficultés à pouvoir larguer parce que ça turbulait beaucoup en haut. Mon dilemme en tant que COS, c'était de dire je garde les avions ou je les renvoie. Parce que ils arrivaient en travers. Puis je veux dire, donc bon, alors j'ai dit ça me permettait de temporiser le temps qu'on établisse, mais c'était limite, quoi. Ce qui fait le plaisir de l'action quand on abat les flammes est un peu différent ici puisqu'on établit avec une certaine inertie, un certain délai. Et en revanche, on est là pour sécuriser les lisières, pour pouvoir chercher des feux qui sont assez loin et qui ne sont pas des feux virulents, qui sont des feux plutôt qui progressent très lentement. C'était un feu qui était un peu inhabituel puisque c'était un feu qui n'était pas un feu estival, c'était un feu de fin d'hiver, début de printemps. 5 hectares de pinèdes sont partis en fumée. Des dégâts assez limités, mais les soldats du feu ont été pris au dépourvu. Heureusement qu'ils ont pu compter sur l'appui des forces aériennes. Les Canadair ne sont pas les seuls avions du dispositif feu de forêt. Ils sont secondés par ceux qu'on surnomme les Jeeps du ciel, le Tracker S-2F. Ancien avion de guerre de l'US Navy construit dans les années 50 pour chasser les sous-marins et apponter sur un porte-avions. Les ailes pouvaient se replier et donc ici nous voyons les charnières, ce qui permettait donc à l'avion de prendre moins de place sur le porte-avions. Récupéré par la sécurité civile, il a été remotorisé dans les années 80 et doté de 2 turbines de 1500 chevaux chacune. Le carburant est dans la voilure et on a des réservoirs supplémentaires qui nous permettent d'allonger un peu l'autonomie de l'avion. Une partie de la carlingue a été découpée et remplacée par 4 soutes qui peuvent contenir 3,5 tonnes de produits retardants de feu. La cuve monte jusque là. Donc maintenant on rentre dans l'avion par le dessus. Quand on était pilote de chasse comme Grégory Pratt, se retrouver sur une Jeep du ciel, forcément ça surprend. J'étais personnellement pilote de Mirage 2000, j'ai fait 20 ans de carrière dans l'armée de l'air. C'était un super avion, au top de la technologie. Là, je me retrouve sur un avion qui avance moins vite, mais qui demande peut-être plus de ma part en termes de pilotage. Et donc, je m'y retrouve très très largement. Et la mission est tellement gratifiante quand on peut sauver un hameau qui est directement menacé par les flammes grâce aux retardants. Et voilà, on rentre le soir en étant heureux d'avoir accompli une mission, une belle mission. Alors, petite spécificité de cet avion, toutes les commandes moteurs sont en haut. Les 2 manettes de régime moteur, donc pour le moteur gauche, le moteur droit. Pour la vitesse hélice, donc l'hélice de gauche et l'hélice de droite. Ça, ce sont les robinets coupe-feu, donc pour l'arrivée de carburant dans le moteur de gauche, le moteur de droite. Pour le largage, eh bien, le pilote sélectionne les soutes avec ce rotacteur qui est ici, et pour un appui sur le manche qui se situe à cet endroit-là. L'été, les trackers effectuent un guet aérien armé. C'est-à-dire qu'ils font des rondes de surveillance au-dessus de la Provence pendant 2h30 d'affilée avant d'être relevés par l'équipe suivante.
comme ils sont déjà en l'air, les trackers sont donc en général les premiers arrivés sur un feu naissant. Ils larguent le contenu de leur soute et vont refaire le plein dans un pélicandrome, une base aérienne équipée pour remplir leur soute de produits retardants. Ce mélange d'eau, d'argile, de phosphate et d'oxyde de fer, qui donne une couleur rouge, doit être largué un peu avant les flammes, sur la végétation qui n'a pas encore brûlé. On va essayer de faire un chevron devant ce feu, et le feu va arriver dans ce chevron comme dans un entonnoir, et va venir s'étouffer de lui-même dans le retardant. Pour compléter le dispositif aérien, il faut aussi compter sur le Dash 8, un avion de 32 mètres de long qui peut être aménagé soit pour transporter une soixantaine de secouristes, soit 10 tonnes de produits retardants. Comme les trackers, le Dash 8 patrouille en guet aérien armé et peut circonscrire le flanc d'un feu. À la veille de la saison sèche, tous ces avions sont en phase active d'entraînement, tout comme les pompiers au sol qui multiplient les exercices. À l'école des sapeurs-pompiers, un vaste simulateur de feux de forêt vient d'être installé. De faux arbres en métal sont enflammés par des rampes de gaz. Léa, jeune équipière débutante de 26 ans, et ses coéquipiers s'entraînent en vue de la saison des feux de forêt. On va progresser à 3. Arrivé à la dernière zone enflammée, je donnerai l'ordre d'aller récupérer la queue de portage. L'exercice du jour, dérouler les lourds tuyaux orange à partir d'un camion jusqu'aux faux arbres en feu et éteindre les flammes de 20 mètres de haut. Léa est en deuxième position. Sa mission, tracter le tuyau pour que le porteur de lance puisse l'orienter en direction des flammes. L'eau est propulsée à 125 litres par minute, soit 7 fois plus de pression qu'un tuyau d'arrosage classique. Je sais qu'il y a des risques. Il y en a deux, trois, à quelques moments qui se sont sentis menacés parce que c'était virulent, mais aussi il doit y avoir de la peur, mais c'est un mélange d'émotions qu'on peut ressentir sur ce moment-là, mais ça fait partie du truc et ça plaît. Les flammes deviennent de plus en plus puissantes, mais le tuyau est trop court pour atteindre le feu. Sans hésiter, Léa court alors au camion et récupère de nouveaux raccords. 30 kilos sur ses épaules, auxquels il faut ajouter les 10 kilos de sa tenue. Avec cette rallonge, le tuyau peut enfin parvenir jusqu'aux flammes. Le feu est maîtrisé, puis vaincu. Exercice réussi. Léa termine sur les rotules avant de rentrer prendre sa garde à la caserne. Centre de secours de Luynes, un village tranquille des environs d'Aix-en-Provence. Cette caserne a la particularité de tourner avec peu de pompiers professionnels. Ce sont essentiellement des volontaires comme Léa et son collègue Sébastien qui assurent les gardes. On fait pas mal de secours à personne, surtout en journée, parce qu'on a une grosse zone industrielle. On fait un peu moins de ce qu'on appelle, nous, domicile, c'est-à-dire les interventions dans les villages, à domicile chez les personnes, ou dans des appartements, etc., parce qu'on n'a pas énormément d'appartements, en fait, sur ce secteur. Donc c'est un peu plus calme la nuit, c'est pour ça qu'on est d'ailleurs que 6 la nuit, et on monte jusqu'à 10 la journée, voire 14 les jours où il y a des risques de feux de forêt. Ce matin, Léa est au standard. C'est elle qui reçoit les appels au secours, les missions envoyées par l'état-major des sapeurs-pompiers et note les départs en intervention des ambulances et camions. Quand j'ai appris qu'on pouvait devenir pompier volontaire, je me suis dit, je vais quand même tester, vois ce que ça donne. Vois si c'est le milieu te plaît, parce que c'est un milieu particulier, vois si ça te plaît. Et en fonction, tu t'inscriras au concours d'officier ou pas. Moi, j'ai besoin que les choses soient carrées, structurées. Je trouve que c'est comme ça que ça fonctionne bien. Il y a une hiérarchie qu'on respecte. Chacun son rôle, chacun ses responsabilités. Et, normalement, ça fait fonctionner correctement. Bon, ça me plaît. C'est pas anarchique, moi. Le quotidien est rythmé par les mêmes séquences invariables. Salut au drapeau, répartition des corvées, gymnastique.
alerte vient interrompre les sportifs. Départ CCF 146 pour feu confirmé. C'est bon. L'équipe de garde part pour une intervention en milieu urbain. Les autres continuent l'entraînement. On est souvent interrompu. Mais enfin, si on arrive à faire des exercices comme ça qui durent 20 minutes, ben on est... Ça va, généralement. Voilà, on arrive en général à faire passer un exercice entre deux interventions. On m'avait dit que c'était des pompiers, voilà, canadiens, non? Pompiers canadiens, américains qui ont inventé ça parce que justement, ils étaient toujours gênés dans leurs séances de sport. Ce sont les pompiers qui ont inventé ce concept d'entraînement intensif en très peu de temps appelé CrossFit et très en vogue dans les salles de sport. Dans le civil, les pompiers volontaires ont souvent un autre emploi. Léa a fait des études de publicité et Sébastien est contrôleur aérien. On essaye de manger tous ensemble, mais on ne peut pas. Il travaille un jour sur deux et consacre le reste de son temps aux pompiers. J'ai fait des postes de secours à la Croix-Rouge pendant 3 ou 4 ans. Un jour, on a fait la fête de la musique avec les pompiers. Ils m'ont proposé de les rejoindre. Je ne savais pas du tout que c'était faisable de rejoindre les pompiers aussi facilement et que c'était aussi simple, parce que finalement, c'est quand même assez simple de faire pompier volontaire. Et je voyais encore les pompiers comme des super-héros, comme n'importe quel gamin. L'année d'après, j'avais fini mes formations et j'ai pu commencer au centre de secours de Luynes directement. On va regarder si tout le matériel est à l'intérieur de la caisse et puis on va en profiter pour le tester. Alors, est-ce que tu as bien la pompe électrique ? Léa et Sébastien n'ont pas encore été confrontés à de gros feux depuis qu'ils sont entrés chez les pompiers. Ils attendent leur heure avec un mélange d'anxiété et d'impatience. Tu mets une longueur de tuyau ? Oui, on a envie d'y aller, on a envie de... Je sais pas pourquoi, pourquoi ça nous éclate, j'en ai aucune idée. Il y a une sorte d'euphorie quand on sait qu'on part sur un gros feu. Même quand on part sur un petit feu, il y en a une. Alors, sur un gros feu, je présume que oui. Mais pourquoi Donc, je compte sur cette saison de 2 mois là pour me faire un petit peu la main. Bon, bien d'accord, essence ouverte, starter sur marche. Effectivement, il va falloir se faire la main. Les novices des sapeurs-pompiers ne sont pas encore tout à fait opérationnels en cas d'incendie de forêt grandeur nature. Et ceux qui ont un peu plus de bouteilles ne peuvent pas vraiment prévoir leur réaction, puisqu'ils n'ont pas encore été confrontés à des flammes. J'espère approfondir un petit peu mon expérience feu de forêt. Les pompiers, ils ont à la fois envie de partir en intervention sur des feux, et d'un autre côté, on n'a pas non plus envie de voir des maisons menacées ou des personnes dans des situations à risque sur des feux. La préparation de la saison des feux répond à une règle de physique simple. Plus la température se réchauffe, plus la pression augmente chez les troupes, comme pour l'état-major. Ce soir, la caserne de la Roque d'Enterron a des allures de tribunal pour le débriefing d'un entraînement grandeur nature qui simulait un feu en pleine forêt. Le président du jury, c'est lui, Jean-Pierre Skilari, chef de la cellule spéciale feu de forêt du département. Mission. Mon père était sapeur-pompier à Aubagne. Je passais mes vacances d'été à la caserne et puis, tout nature à la main, à 16 ans, j'ai signé mon premier engagement de pompier volontaire à Aubagne. Comme tu l'as dit, on n'est pas sur un feu. Sur un feu, c'est plus facile, parce qu'on voit le feu. Lorsqu'on est en exercice... Jean-Pierre est inquiet. Les troupes ne sont pas prêtes. Même si le feu n'était que simulé, les sapeurs-pompiers ont rencontré bien des difficultés aujourd'hui dans les collines. 3 groupes, soit 40 pompiers, des camions-citernes et des véhicules légers sont déployés au sol. Et dans les airs, un hélicoptère et un avion Tracker assurent l'extinction d'un feu imaginaire. Minute après minute, le grand chef décortique le déroulé de l'exercice. Comme lors d'un vrai feu, les troupes étaient déployées sur le terrain et la manœuvre gérée depuis ce camion qui faisait office de poste de commandement. Papa Charlie parlait sur la 22. Secteur droit du PC sur la 622 parlait. Malheureusement, ce jour-là, le relais radio mis en place au sommet d'une colline ne semble pas fonctionner. Le chef des opérations de secours passe un temps fou à essayer de joindre ses troupes. Papa Charlie.
me recevez? Allô? Oui Guillaume, il faut que tu arrives à contacter Bayeul, soit tu fais le relais sur la 622, enfin plus maintenant, mais ou soit tu le contactes par téléphone pour lui dire qu'il bascule de 163. J'arrive à avoir personne. Les communications passent mal dans ces collines escarpées. Mais ce n'est pas le seul problème. Les troupes rouillées après l'hiver ont perdu l'habitude d'employer un vocabulaire d'urgence précis. Le départ de feu se situe à 600 mètres au sud du village de Charleval. D'accord, c'est encore un peu vague. Si tu peux me faire un guidage, ça m'arrangerait bien. L'exercice permet de réviser le protocole pour décrire la zone de largage aux pilotes des avions bombardiers d'eau. Tu peux virer à droite et je te ferai le top vertical là où je me trouve. D'accord. C'est un top vertical sur ton côté droit. Je devais lui décrire le feu. Bon, je veux bien lui décrire le feu, le cas d'un exercice. Mais lui aussi, il faut qu'il joue virtuel. Alors, attends, le tracker, pendant pas mal de temps, il a essayé de te contacter sur l'air-sol. La méthode de Jean-Pierre Squillari, c'est de repasser chaque erreur de la journée au crible pour éviter qu'elle ne se reproduise le jour où un feu réel se déclenche. Comme tu dis, quand ils appellent, tu sais, le micro qui se met en route, mais il n'y avait plus le haut-parleur qui fonctionne. Donc c'est là, effectivement. Ça a commencé il y a pas mal d'années avec le capitaine Tarasco, qui était chef de centre d'Aubagne, qui était un peu un visionnaire. La philosophie, c'était pour qu'une intervention réussisse en feu de forêt, il fallait être au contact. Que le feu soit en bordure de route, ou qu'il soit à plusieurs centaines de mètres, ou même à des kilomètres de la route. Adepte de cette philosophie, Jean-Pierre Squillari impose à ses troupes une préparation physique qui peut être harassante, mais qui a fait ses preuves. Alors, on a travaillé, et là, pendant 7 ans, on a tiré des tuyaux sans qu'on soit appelé à l'intervention. Tous les étés, 2 fois par semaine, on tirait des kilomètres de tuyaux, en pleine chaleur, sans avoir jamais été appelé. Jusqu'au jour où il y a eu un feu hors dimension en Corse, où ils ne pouvaient pas l'atteindre parce qu'ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait et pas l'entraînement. Et là, on nous a appelés. Et là, on s'est rendu compte qu'on était efficace. Et tout a démarré de là. C'était en l'an 2000. Depuis, le dispositif n'a cessé de s'améliorer, notamment grâce à un maillage étroit de vigies sur tous les sommets des Bouches-du-Rhône. Perchée à 800 mètres d'altitude sur la chaîne de l'Étoile, la vigie du Grand Puège domine toutes les Bouches-du-Rhône. De son observatoire vitré, Yannick Forneau peut guetter n'importe quel endroit du département. On aurait peut-être un départ de feu sur le bord de l'autoroute, à l'instant au niveau du P466. T'as bien reçu. Codis Epinus 2, on n'a pas assez de visibilité pour aujourd'hui. La vue de Yannick est un peu bouchée aujourd'hui. Il demande des précisions à ses yeux auxiliaires. L'une des 30 autres vigies installées sur un sommet. Est-ce que tu vois une fumée en bord d'autoroute à la hauteur de Salon? Faut pas commencer à se dire « Oh là là, il va y avoir un feu à tel endroit, sinon on se met à imaginer des feux. Il faut simplement regarder le paysage. De toute façon, les fumées, elles se voient très facilement. Aujourd'hui, l'information ne remontera pas jusqu'à l'état-major. La fumée n'est qu'un nuage de poussière soulevé par des travaux. Cela fait 20 ans que Yannick Forneau vit perché seul ou avec sa famille pendant 4 mois d'été à l'affût des feux de forêt. Régagnas, c'est de Grand Puège pour météo. 4 mois, les yeux rivés sur le paysage, ça laisse le temps de réfléchir et de réviser ses cours d'histoire. On a les photos des feux de 1944. On avait la forêt, on avait des zones agricoles et on avait des villages qui étaient très denses. Quand la colline brûlait, elle s'arrêtait à la zone agricole. Depuis les années 50, 60, avec l'automobile, avec l'étalement urbain, on a des habitations qui sont complètement dans la forêt. Et ce qu'on pense après les incendies, c'est dire, eh ben oui, effectivement, il faudrait remettre des zones tampons, séparer la zone habitée de la zone, on va dire, c'était terrible de parler comme ça, mais de la zone combustible, c'est-à-dire la forêt. Depuis 2005, les observatoires les plus stratégiques ont également été équipés de caméras de détection des feux de forêt. Elles permettent à l'état-major des pompiers d'avoir un œil sur les départs de feu en même temps que les vigies qui les signalent.
Les caméras ont l'avantage de fonctionner toute l'année, alors que les guetteurs ne sont en poste que l'été. J-3 avant le lancement de la saison des feux de forêt. Au sol et dans les airs, les équipes retrouvent leurs réflexes après un hiver assez calme. À bord, c'est Éric Gadot qui pilote. Près de 8000 heures de vol au compteur, dont une bonne partie sur des feux de forêt. Mais c'est la première fois qu'il s'engage pour la saison dans les Bouches-du-Rhône. Avant d'être pilote, j'étais 7 ans sapeur-pompier en Seine-et-Marne. Les feux, pour moi, c'est assez sacré parce que j'ai l'impression de revenir un petit peu dans la famille, quoi. Il participe aujourd'hui à un entraînement pour les largages de précision. À côté d'Éric, c'est l'officier des sapeurs-pompiers en charge de la liaison aéro, Philippe Delquier. Il fait office de bras gauche et de troisième œil pour le pilote. Le rôle de l'officier embarqué, l'officier aéro, c'est d'assurer toute la partie radio, s'assurer de l'autorisation de largage, donc la sécurité du personnel au sol, et puis assister le pilote dans toutes les phases un peu techniques de l'opération, notamment les phases un peu délicates du pompage. Tout ce que le pilote ne peut pas faire du fait que lui, il a les mains liées à sa machine et qu'il ne peut pas faire autre chose. À terre, le formateur Denis Bargès, en éternelle combinaison orange fluo, coordonne l'exercice du jour. Une bâche en plastique tendue entre deux bidons qui symbolise un feu de forêt. L'hélicoptère doit aller pomper de l'eau et la larguer pile au-dessus de la lisière des flammes. L'objectif pour les largages, pour la partie hélicoptère bombardier d'eau, l'objectif serait qu'on largue de l'eau ou du mouillant toutes les 2 à 3 minutes. Alors là, on est efficace. Si en 1 heure, un hélicoptère est capable de larguer 20 largages, là vraiment, on éteint des feux. Et on vient de décoller de la base de Salon, on transite vers votre feu. Un autre appareil là qui est dans 8900 qui est dans le tunnel. Avec quoi derrière vous croisez les axes? Ok, bien reçu, visuel sur l'appareil. On va au pompage. L'hélicoptère va pomper l'eau dans une grande citerne en béton prévue en cas d'incendie. Donc là on est au pompage, voilà. Il doit être dans cette position-là. Quand le pilote est très proche de l'eau, il est proche du sol, et c'est très dangereux, il est obligé de faire des stationnaires à 2 mètres de l'eau et qui ne bouge pas pendant 1 minute. Ok, 90%, on sort, sortie de pompage. Donc ils veulent un largage du sud vers le nord sur la bâche qui est la plus au nord, la première, la courroie. Ok. Plus court de 15 mètres. Il est arrivé un peu trop loin, l'objectif c'était la bâche entre les 2 bidons, et il a mis 15 mètres plus loin, quoi. Donc on va le refaire. Tu repars au pompage et tu reviens faire le même largage sur le même objectif. Bien reçu pour le même largage sur le même objectif, bien reçu. Éric et Philippe font de leur mieux, mais ils mettent du temps à retrouver leurs réflexes après une saison d'hiver sans entraînement. LED qui est encore allumé là. C'est ça? Là, elle vient de s'éteindre sur le plein. Ok. Largage légèrement à gauche. Largage du sud vers le nord pour le même objectif, Largage légèrement à gauche. Bon pompage, on te dépasse le foyer de 20 mètres. Oh, dégagez! Jo! Vous les poussez de 20 mètres! Denis Bargès monte en pression. Pour ce grand exigeant, quelques dixièmes de seconde d'avance ou de retard dans le largage, c'est de l'eau répandue en toute inutilité, un feu qui court toujours et des litres de carburant dépensés en pure perte. Un peu long. Il est dans l'axe quand même. Bon. Je suis rentré à 16 ans au pompier volontaire. Et ce qui m'a fait rentrer au pompier volontaire, c'est pour aller combattre les feux de forêt en premier. Je ne supportais pas de voir la forêt brûler autour de moi, quoi, dans la périphérie de ma maison, de mon village. Éric et Philippe ont droit à une dernière chance. Le pompage se déroule sans anicroche. Éric remet les gaz et se présente dans l'axe de la cible. Il attend la dernière minute et déclenche le largage de 1000 litres d'eau. L'objectif est atteint.
Ça a été bien et on a pu voir que les derniers largages étaient beaucoup plus précis que les premiers. Un pilote, si toutes les semaines il n'a pas largué, il faut qu'il largue, quoi. C'est comme si un conducteur poids lourd, il ne conduisait pas pendant 2 mois, quoi. Et que du jour au lendemain, on y met un 26 tonnes dans les mains, on y dit allez, repars aujourd'hui. Ben, comme il est chauffeur poids lourd, il sait faire. Mais il y a des choses et des manœuvres qu'il aurait un peu oubliées, quoi. Ouais. Les hélicoptères sont des écureuils B3 S350, petits et maniables. Ils sont équipés d'aménagements spéciaux pour la lutte contre le feu de forêt. La machine en elle-même, elle est composée d'un kit. Je vais charger à peu près 1000 litres d'eau. Avec, on va faire le tour. Avec, vous avez vu tout à l'heure au pompage qu'on trempe la pompe. Il faut 1 minute 15, 1 minute 30 pour arriver à remplir ce réservoir qui est ici. En dessous de ce réservoir, on a 2 trappes. Dès qu'on est au-dessus ou légèrement avant notre objectif, on ouvre les vannes, comme ceci. Quand on pompe dans une petite citerne où il y a juste une trappe qui fait 1 mètre sur 1 mètre pour descendre ça, et ben on va viser à l'aide des rétroviseurs, on va aller la mettre dedans tranquillement et on va pouvoir la surveiller. Ça, c'est très avantageux parce qu'on fait des beaux largages, c'est plus facile. C'est très avantageux, le kit. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut rien accrocher dessous. Alors que l'autre machine, on peut porter des charges ou on peut accrocher le bambi. Le bambi, on le démonte à volonté, quoi. Mais c'est plus difficile à larguer. Et il faut être plus entraîné pour larguer avec un bambi qu'avec un kit. C'est plus difficile. La suite de la journée se déroule à l'école des sapeurs-pompiers, où les équipiers débutants, comme les officiers aguerris, sont obligés de réviser et repasser leurs qualifications chaque année. Philippe Delquier s'est remis de ses émotions du matin. L'été approche et le stress augmente. Il a demandé à quelques collègues de s'entraîner ensemble. Avant de décoller, petit briefing sur un autre aspect du rôle de Philippe, guider les hélicos et les avions depuis le sol. Lorsqu'on est amené à avoir les 2 types d'aéronefs, que ce soit les avions ou les hélicos, bien sûr on donne la priorité aux avions bombardiers d'eau. Si la situation est relativement claire, qu'on a bien la situation en main, qu'on arrive à bien se parler avec les hélicos, on peut même travailler en coordonnées, on largue, vous vous mettez d'un côté, on s'en va, vous revenez, et ainsi de suite, ça marche très bien. Si on sent que soit les hélicos, soit les avions, le terrain est compliqué. En sécurité, on arrête, on dit voilà, là c'est le temps des avions, vous vous posez. Sachant que dans tous les cas, c'est toi en tant qu'aéro qui est le patron qui nous dira là, nous on va te conseiller, te dire là ça devient un petit peu compliqué, on peut plus faire et tout. Mais ça va être toi un peu de gérer les uns et les autres, de dire vous vous arrêtez, vous vous mettez là, ils arrivent dans 4 minutes, ça va être le gros de ton travail sur un cas. Oui, ça j'en ai conscience. Après la théorie, la pratique. Chacun se met en place pour un entraînement de guidage des avions. En voiture, Philippe rejoint l'un des sommets du département, le Pilon du Roi. 700 mètres d'altitude, une vue surplombante sur Marseille et la mer Méditerranée. Un site idéal pour s'entraîner. Ce teston rocheux est même devenu tout rouge à force de servir de cible d'entraînement au largage d'eau et de produits retardants. Dans les airs, Pierre Chicha, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air, reconverti en pilote de Canadair. Ok, 54-45 branché. Vérifiez. Bonjour, Pélican 45, Delta 9. Pierre a troqué les missiles contre des soutes remplies d'eau. Il ne va plus à la guerre, mais lutte contre les feux de forêt. On va se limiter à 62 soirs. Là, ça turbule pas mal. Derrière le pilon, certainement qu'on va être sous le vent, donc ça va turbuler pas mal, on verra. Aujourd'hui, Pierre forme un nouveau pilote aux subtilités du Canadair. 45, écoute. À force d'observer la Provence depuis le ciel, Pierre Chicha est inquiet pour l'été qui se prépare. Là, en ce moment, on est dans une phase d'entraînement intense. On se prépare juste avant l'été. Il faut savoir qu'on a eu un hiver qui a été relativement doux et sec. Donc, on reste très attentif aux conditions météo et aux conditions qui sont propices aux feux de forêt. Alors, on est bien, on va arriver. Intercepte ton plan. Et malgré le vent, tu essaies de garder ta... Oui, le Pélican 34 de l'aéro. Donc, je te signale les obstacles sur ce lieu d'exercice. Donc, tu as une ligne haute tension orientée nord-ouest-sud-est qui est au nord du chantier. Au nord du chantier. Ici, entre deux, c'est l'endroit le plus mauvais, là. C'est là où ça tombe. Là-bas, ouais.
J'aimerais que tu me fasses un largage entre le plateau et la ligne haute tension. Donc au nord du plateau, tu as un petit col et je souhaiterais que tu fasses un largage dans ce secteur. Les Canadair sont les avions les plus emblématiques de la lutte contre les feux de forêt. Il y en a 12. Installés jusqu'en 2017 sur l'aéroport de Marseille-Provence, avant de déménager à Nîmes, plus central pour desservir tout le sud de la France. Leur principal avantage, pas besoin de faire le plein à terre. Ils sont capables d'écoper de l'eau en volant en rase-motte. Pour les écopes standards, tu vérifies bien qu'elles sont intègres, qu'il n'y a rien de coincé dedans. D'accord ? Le Canadair, c'est vraiment un avion atypique dans la mesure où si on le regarde devant, c'est vraiment complètement un bateau. On voit qu'il a tous les équipements d'un bateau, il a une pentoire devant, il a des taquets d'amarrage sur les côtés, il a vraiment quelque chose ici qui empêche la vague d'étrave donc de se lever trop fort. Et devant, c'est typiquement une coque de bateau. Les Canadair embarquent 6 tonnes d'eau. Ils sont très puissants et larguent le contenu de leur soute directement sur les flammes. C'est un avion qui, avec ses 6 tonnes 5 d'eau, va pouvoir voler aux alentours des 90-100 nœuds, vitesse faible, pour pouvoir larguer son eau précisément, avec un maximum d'efficacité, puisque si on larguait l'eau à une vitesse beaucoup plus forte, l'eau serait plutôt pulvérisée, alors que là, on va jouer sur l'effet de masse et l'effet de souffle de la charge d'eau. Les pilotes de Canadair sont prêts à redécoller. Groupe externe, branché 28, reçu, les batteries 1 et 2 inverteurs 1 vérifié, branché. Cette fois, c'est un exercice d'écopage en pleine mer. Une manœuvre délicate, car le plan d'eau peut être houleux, venté et encombré par des bateaux. Le lieu idéal pour s'entraîner, la baie de la Ciotat, où Denis Bargès tente de faire place nette pour les avions qui vont arriver d'une minute à l'autre. BLS, c'est très peu de t'appels sur la 72. Les Canadair, il faut se présenter d'ici peu. L'objectif, c'est que tu sécurises le plan d'eau. Tu m'as reçu ? Le gros là derrière. On va aller prévenir les bateaux qui sont là. C'est pour vous informer qu'il y a des Canadair qui vont venir travailler sur le plan d'eau. Donc d'être vigilants s'il vous plaît. Allez, ok. Voilà, et on va aller prévenir le bateau qui est ici. Bonjour, c'est pour vous avertir qu'il y a des Canadair qui vont arriver et qui vont faire un exercice, il ne faut pas rester dans la baie. Effectivement, ça peut vite partir dans des situations très dangereuses dès que le curieux s'approche trop du Canadair. Les plaisanciers obtempèrent sans problème, jusqu'à ce qu'un groupe de jet-ski tente d'éviter le barrage des pompiers. Ils sont interceptés de justesse. Il y a des Canadair qui vont venir écoper sur le plan d'eau là. D'accord? Donc s'il vous plaît, vous restez pas trop dans la zone et soyez vigilants. Oh, dégagez! Dégagez, ils reviennent là! Merci à vous. Enfin, la silhouette des Canadair se dessine dans le ciel. Une Noria de 7, parfaitement alignée, parfaitement synchronisée. Un véritable balai aérien. Canadair, quand il en arrive 4 ou 5 sur un feu, de suite on a 30 tonnes d'eau chaque fois, toutes les 6 minutes, c'est beaucoup quoi. Pour éteindre le feu, l'eau douce ou l'eau salée, c'est pareil. Ça n'a pas de contre-indication, ça ne nous nuit pas. Bon, peut-être la végétation n'apprécie pas trop, mais il vaut mieux quand même qu'elle soit mouillée par de l'eau salée que brûlée, quoi. Un vent du sud-ouest s'engouffre dans la baie, formant un train de houle assez haché. Des rafales se lèvent à 50 km/h. Là, c'est des conditions qui ne sont pas optimales pour l'écopage d'un Canadair. Le Canadair rebondit, parce qu'en fait, il rebondit sur les vagues. Le Canadair est maniable et pratique à piloter,
Mais les pilotes ressentent avec force les turbulences extérieures. Et donc des conditions pas faciles, découpage avec une houle assez pénalisante. Avec une force de vent comme ça, tout de suite tu le sens tout de suite. En plus il y a des rafales de vent là. L'exercice est presque terminé quand soudain un jet ski du groupe de rebelles réapparaît sur l'horizon. Cet inconscient veut faire des photos de Canadair et fonce droit sur la trajectoire de l'avion. Ah, c'est pas terrible, hein. C'était limite, pourtant on avait prévenu le jet ski en fait, les 4 jet skis au tout départ, et quand ils sont rentrés au port, ils sont venus au milieu de notre sécurité plan d'eau. C'est vrai que le pilote il est gêné, il est obligé de dévier au dernier moment, au lieu de décoper, il remonte, il remet les gaz, on perd du temps et de ce fait, il arrivera moins vite au feu. À partir de ce soir, on ne joue plus. La saison des entraînements s'arrête officiellement pour céder la place à celle des feux de forêt. Les pompiers ont déjà été mis à l'épreuve alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils semblent aujourd'hui prêts à affronter l'été particulièrement chaud qui s'annonce. Mais l'entraînement n'est pas tout. Ceux qui n'ont jamais connu d'incendie seront-ils assez forts moralement pour encaisser la violence d'un feu de forêt ?